Donc j'ai commencé avec une histoire qui est connue comme le loup blanc, mais c'est le plaisir de la raconter une fois de plus. Vous savez, c'est Nancy Astor qui croise Churchill dans un cocktail et qui lui dit « Winston, si vous étiez mon mari, je mettrais du poison dans votre café. » Et Winston lui répond « Non, si vous étiez ma femme, je le boirais. » Voilà. Voilà, ce qui vous donne une idée un tout petit peu du personnage. Alors, il y a plusieurs versions. Hein. Une des versions dit Winston, si vous étiez mon mari, je mettrais du poison dans votre whisky. Hein. Et donc, voilà. Alors, c'est très difficile de parler de Churchill du point de vue du leadership en 1h30. Vous savez qu'il y a deux grandes biographies françaises, une relativement ancienne maintenant, mais à laquelle je garde beaucoup d'affection, qui est celle de François Bédarida. Et puis l'autre de Kersaudy qui a fait de Churchill une sorte un peu de précaré, et pourquoi pas après tout. Je vais être horriblement snob, mais vous ne le répéterez pas. Ce sont des gens qui me paraissent ne pas avoir vécu suffisamment en Angleterre et ne pas avoir plongé suffisamment dans le non-dit de la société anglaise pour avoir repéré certaines choses. Mais ça, c'est une autre histoire. Il se trouve que tout à fait par hasard, et parce qu'il n'y avait personne d'autre, j'ai eu... il y a longtemps dans ma vie, une bourse d'études dans un collège d'Oxford, et c'est à ce moment-là que j'ai pu pénétrer la société anglaise de l'intérieur pendant 3 ans, loin de tout contact avec la France. Et je pense que, en plus, Oxford, vous savez, situé tout près de Blenheim, on va y revenir dans un instant, mais je pense que c'est difficile de parler des Anglais quand on n'a pas beaucoup vécu au milieu d'eux, en particulier ce qu'on appelle la classe dirigeante britannique. Alors, il naît le 30 novembre 1874 au palais de Blenheim, justement, et il meurt le 24 janvier 1965 au numéro 28 de Hyde Park Gate à Londres, dans South West 7. Je reviendrai tout à l'heure sur sa mort. Vous verrez, il y a des choses très très étranges. C'est pas du tout que je vais faire mais voilà. Hein. Alors, pourquoi Blenheim? À cause de lui, John Churchill, le duc de Marlborough, hein, qui va obtenir d'ailleurs le titre de duc de Marlborough après avoir remporté sur les troupes de Louis XIV la victoire de Blenheim. Hein. Et vous le savez, la femme de Churchill, Sarah Churchill, que vous voyez à gauche, entretenait une liaison de nature saphique avec la reine Anne, hein, la dernière des souveraines Stuart. Hein. Et en fait, c'est Anne qui, sous la pression dont certains historiens disent chantage érotique de la femme de John Churchill, Sarah, a décidé de lancer une souscription publique pour la construction du château de Blenheim, en l'honneur de la victoire donc de Blenheim du 13 août 1704. Alors vous voyez, c'est une chaumière et de cœur, ça me suffit, mon rêve, tout ce qu'on voudra. Et les bâtiments eux-mêmes sont relativement impressionnants. Et Churchill et son père, enfin, pas Churchill lui-même, Churchill est un aîné, mais son père est un cadet de très grande famille. Et donc son père n'hérite pas du titre. Son père est donc le duc de Marlborough. Son père était le 3e fils du 7e duc de Marlborough. Donc, à la génération, évidemment, du père de Churchill, ce sera le 8e duc de Marlborough. Et à la génération de Churchill lui-même, ce sera le 9e duc de Marlborough. Je vous dis ça parce que nous en reparlerons tout à l'heure. Alors, quand vous êtes un fils cadet de l'aristocratie britannique dans les années, disons, 1860-70, que vous n'allez pas aller dans l'église anglicane, que vous n'allez pas aller dans l'armée, il vous reste en gros la politique. Hein. Et la politique, ça coûte cher, et c'est pas évident que votre père va financer tout ça parce que, bon, il y a tous les faux frais de l'entretien d'une petite maison comme celle-ci et bien d'autres choses encore. Et donc, le seul salut possible à l'époque, c'est d'aller chercher l'argent là où il est, et un argent qui, en plus, a envie d'épouser un titre, même mineur, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, la ressource, ce sont les États-Unis, bien sûr. Hein. Et donc, Churchill, Lord Randolph, son père, va épouser, c'est son titre officiel, Lord Randolph Churchill. Hein. Lord Randolph va épouser une des gloires, si vous voulez, de ce qu'on appelait les 350 dollar princesses, hein, les 350 princesses de dollars. C'est assez descriptif, hein, enfin voilà, on ne peut pas se tromper sur les choses. Qui s'appelait Jenny Jerome, hein. Et pour vous donner une idée, là aussi, alors, c'est pas le château de Blenheim, hein, mais c'est pas mal quand même, si vous voulez. C'est la résidence de son père. Alors, pour ceux d'entre vous qui connaissent New York, évidemment,
c'est pas sur n'importe quelle avenue, c'est sur Madison Avenue, hein, celle qui encadre effectivement avec Lexington Avenue ce qu'on appelle traditionnellement Park Avenue. Hein. Et ça, c'était la maison de son père, donc Leonard Jerome, qui était à la fois financier, sportif, il faisait de la voile comme d'autres, et grand spéculateur au fond. Alors, je vous rappelle qu'à l'époque, hein, le Federal Reserve Board n'existe pas. C'est-à-dire que depuis que Andrew Jackson a renoncé dans les années 1830 à renouveler la charge de la deuxième banque des États-Unis et avant que la Federal Reserve Board soit véritablement créée par le président Wilson à la veille de la guerre de 14, il n'y a pas d'autorité financière suprême dans les États-Unis. D'où le fait que les États-Unis sont soumis pendant pratiquement 80 ans à des alternances extrêmement brutales et violentes de ce qu'on appelle des booms, des périodes d'expansion, et des busts, c'est-à-dire des périodes effectivement où la spéculation est devenue tellement forte qu'elle s'auto-corrige elle-même et il y a un effondrement des marchés. La crise de 29 hein, n'est finalement qu'une des nombreuses crises qui ont animé le monde financier américain tout au long du 19e siècle. Et ça, c'est en partie parce qu'il n'y a pas véritablement de régulation fédérale, centrale de la finance américaine. Et donc, Jerome est un financier caractérisé par ses activités sportives et par la spéculation. Et Jenny Churchill, la future Jenny Churchill, Jenny Jerome, est à la fois une très brillante pianiste. Son professeur pensait que si elle avait continué ses études, elle aurait peut-être pu faire une concertiste de très haut niveau. Et en même temps, vous avez probablement entendu raconter ça 350 000 fois, donc je vais passer rapidement, c'est une des premières femmes à avoir fait de la bicyclette en pantalon dans Central Park. Hein. Donc un signe de modernité absolue. C'est pas encore tout à fait, si vous voulez, de flapper, hein, la garçonne des années 20 fitzgeraldienne, mais c'est quand même quelqu'un qui anticipe effectivement le mouvement de libération de la femme. Et vous la voyez ici, hein, elle épouse effectivement Lord Randolph en 1974, il mourra en 1995 à l'âge de 45 ans. Elle se mariera 2 autres fois, juste pour vous décrire ça comme ça. Hein. En 1900, avec George Cornwallis West, qui était un officier de l'armée britannique et qui avait le même âge que son fils. Et quand elle en divorce, en 1912, elle réépouse en 1918 un 3e mari, Montague Philippon Porch, qui était un personnage important du civil service, de la fonction publique nigériane, et il avait 3 ans de moins que Winston, son fils. Donc vous voyez, dans le genre cougar, ça ne se plaint pas, comme disait l'autre. Hein. Et je dirais même qu'elle récidive. C'est-à-dire le premier mari après Lord Randolph a le même âge que son fils. Le deuxième, pour être sûr de ne pas se tromper, elle le prend 3 ans de moins que son fils. Donc là, c'est un personnage assez extraordinaire. Très grande beauté, très grande intelligence. Et alors, elle n'est pas la seule. Hein. Elle est quand même second best hein, dans les Dollar Princesses. Il y a mieux qu'elle. Mais mieux qu'elle, c'est pour, évidemment, les héritiers des titres. Puisque vous avez ici, bien sûr, à gauche, alors ça, si vous êtes allé à Blenheim Palace, vous avez vu cet admirable portrait entièrement influencé par l'art de Van Dyck, hein, c'est clair. Mais vous le savez, on appelait John Singer Sargent le Van Dyck de notre temps. Donc c'est Sargent, bien sûr, qui a été convoqué par le 9e duc de Marlborough, le cousin germain direct de Winston, pour faire ce grand portrait au moment, évidemment, où ce 9e duc de Marlborough a décroché, passez-moi l'expression, le gros lot, hein, c'est-à-dire rien moins que Consuelo Vanderbilt. Hein. Et Consuelo Vanderbilt, je ne sais pas si vous êtes jamais allé, effectivement, à Newport, hein, dans ce qu'on appelle les mansions de Newport, où, profitant de l'incapacité des planteurs du Sud de continuer à venir passer l'été au frais sur les bords de l'Atlantique dans l'État du Rhode Island, les grands self-made men de la côte Est, Nord, New York en particulier, ont récupéré un certain nombre de maisons construites par ces planteurs du Sud qui venaient ou qui envoyaient leurs familles passer l'été dans le Nord, à la fraîcheur des bords de l'Atlantique, et les ont transformées grâce à un architecte absolument prodigieux,
extrêmement francophone et francophile, formé à l'école des Beaux-Arts ici, et qui s'appelle Richard Morris Hunt. Richard Morris Hunt a été l'auteur de tous les grands palais Vanderbilt à Newport et tous les grands palais Vanderbilt sur la 5e avenue, puisque les Vanderbilt avaient une succession de palais face à Central Park, sur Central Park East, face à Central Park effectivement, et l'été, du 1er juin à la fin de la saison, c'est-à-dire vers le 15 septembre, on partait par trains spéciaux, chaque famille avait son train spéciaux, dans lequel on mettait la mère, les enfants, les précepteurs, les domestiques, et toute la vaisselle, toute la cristallerie, etc., qui voyageaient comme ça. Et tous les samedis soirs, puisque les hommes, eux, quittaient Wall Street tous les vendredis soirs avec un bateau spécial qui les amenait à Newport le samedi matin. Ils repartaient le dimanche soir pour être à Wall Street le lundi matin. Et le samedi soir, en alternance, ces dames recevaient, donnaient des petites réceptions charmantes d'un minimum de 400 à 450 personnes tous les samedis soirs. C'était, la saison à Newport, c'était quelque chose. Et alors, ce que vous avez là, donc, c'est elle, Consuelo Vanderbilt, qui finira par ramasser ses affaires et s'en aller. Voilà, bien sûr, mais qui aura entre-temps renfloué les caisses des Marlborough, et vous avez, outre le portrait de Sargent ici, un très beau portrait d'elle par Paul César Helleux, vous savez, l'ami de Claude Monet. Voilà. Et alors, je n'ai pas résisté au plaisir de vous rapporter cette extraordinaire photographie qui est prise sur la terrasse de Blenheim, où vous avez d'un côté Consuelo Vanderbilt, la 9e duchesse, et son cousin germain, Winston, qui est en train de dialoguer avec elle. Donc, voilà. Et vous le savez, Winston Churchill n'a eu qu'un frère, John. Vous avez donc ici Winston à droite, John à gauche, chacun de chaque côté de leur mère, donc Jenny Jerome. C'est dramatique. La vie de Churchill, je pense, se noue très profondément autour de ces deux personnes qui l'ont à peu près systématiquement ignoré dans son enfance. Il dit qu'il ne se souvient pas d'avoir adressé la parole à son père, qui est quand même extraordinaire. Mais souvenez-vous de la devise victorienne, « Children are made to be seen, not to be heard ». Les enfants sont faits pour être vus, pas pour être entendus. Moi qui viens de passer une nuit dans un avion en rentrant de Bangalore, je peux vous dire que j'ai eu envie à plusieurs reprises de déployer cette devise, mais bon, l'âge venant, on finit par s'habituer à tout. Et deuxièmement, on a de lui des lettres absolument bouleversantes quand il est pensionnaire à Harrow, demandant, mais avec beaucoup de discrétion, mais une tendresse extraordinaire à sa mère, de venir le voir pendant le trimestre, parce qu'à l'époque, on rentrait bien sûr en public school comme boarder, comme pensionnaire, et on n'en sortait jamais avant la fin du trimestre. Vous aviez les 8 semaines du trimestre qui s'enclenchaient, puis c'était tout. Et on a des lettres absolument déchirantes de lui à sa mère, réclamant la présence de sa mère et son affection. Elle n'est jamais venue. La seule personne dont il parle, enfin, outre ses parents, qu'il a visiblement adoré, mais qui lui ont rendu cette adoration d'une manière pas très compréhensible pour lui et peut-être pour nous, c'est sa gouvernante, Mrs. Everest, extraordinaire, à laquelle il voue effectivement aussi une admiration sans borne, et il interrompra son fameux voyage aux États-Unis de 1895, pour rentrer à Londres à cause de la mort de cette femme. Alors, je pense que l'Amérique joue un rôle fondamental dans la pensée politique de Churchill. Ça, je crois. Et c'est sa mère. Ça, je crois que c'est absolument important. Si on ne comprend pas que le leadership churchillien est fait, ce que j'ai regretté un tout petit peu chez Kersaudy et Bédarida, là, à égalité, c'est cette absence d'une psychobiographie, c'est-à-dire cette absence de la recherche des racines, à la fois de l'échec et de la réussite. Et je pense qu'on ne comprend rien à la cohérence, parce qu'elle apparaît incohérente, mais la cohérence véritable de la pensée politique churchillienne, elle est dans ses rapports avec ses parents. Et donc, il y a une sorte de, comment dirais-je, il y a une sorte de tendresse immodérée, et pas toujours rationnelle, et pas toujours absolument justifiable et justifiée, pour les États-Unis. Parce que c'est sa mère, d'une certaine façon. Et donc, vous le savez, Churchill va fonder une grande partie de sa politique sur ce qu'on appelle la notion de special relationship, la relation spéciale. La relation spéciale, c'est la relation qui lie l'Angleterre avec, bien sûr, les anciennes colonies perdues, on en a parlé à propos de Washington, et qui sont devenues le partenaire essentiel. Alors c'est très intéressant de voir que vous avez deux citations, une citation du père. Est-ce qu'une relation spéciale entre les États-Unis et le Commonwealth britannique n'aurait pas de cohérence avec notre overriding loyalty, notre loyauté qui doit passer par-dessus tout à l'égard de l'organisation du monde. Alors ça, c'est très intéressant parce que, évidemment, Lord Randolph Churchill n'a vu ni la Société des Nations ni l'ONU.
hein. Mais il dit, et là il parle du point de vue de quelqu'un qui ne connaît l'Empire britannique qu'à son apogée, hein. Et donc l'Empire britannique lui apparaît comme responsable de l'organisation du monde, hein. Et il dit, est-ce qu'une relation spéciale avec les États-Unis serait incohérente avec la responsabilité qui est la nôtre, en tant qu'Empire britannique, de l'organisation véritable du monde. Donc, est-ce qu'une préférence pour les États-Unis serait finalement incompatible avec la responsabilité que nous, Empire britannique, nous avons vis-à-vis de l'organisation du monde? Et je vous ai remis cette phrase que vous connaissez par cœur, hein. Nous ne devrions pas abandonner notre relation spéciale avec les États-Unis et le Canada à propos de la bombe atomique. La bombe atomique ne peut pas être un obstacle à la perpétuation de... Et donc, Churchill, si vous voulez, c'est quelqu'un qui, toute sa vie, gardera l'idée que l'attachement de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni, aux États-Unis est quelque chose d'absolument fondamental dans la politique extérieure des mêmes États-Unis. Et quand, évidemment, le 5 mars 1946, au Westminster College à Fulton, dans le Missouri, of all places, il prononcera son fameux discours sur le rideau de fer, un rideau de fer est tombé sur l'Europe, hein, ce sera justement pour lui permettre de justifier cette idée d'un rapprochement absolument essentiel entre l'Europe de l'Ouest, mais surtout évidemment la Grande-Bretagne, et les États-Unis, pour faire pièce à l'installation de ce rideau de fer. Je crois qu'il y a là véritablement une des grandes cohérences de la pensée churchillienne, mais que cette cohérence est fondée sur un pôle qui est profondément affectif. Et dans le leadership, il faut toujours se méfier d'où viennent les cohérences d'un comportement. Hein. Si j'avais le temps, je vous détaillerais 2 ou 3 choses, mais nous n'avons pas le temps, puis c'est peut-être pas le moment compte tenu de ce qui se passe en ce moment. Mais c'est pas grave. Et donc, regardez bien cette phrase que vous connaissez aussi par cœur. Si la Grande-Bretagne doit choisir entre l'Europe et la mer, hein, l'ouverture vers la mer, elle devra toujours choisir effectivement l'ouverture vers la mer. Et alors dites-vous bien que quand un Boris Johnson, le maire un peu exalté de Londres, hein, qui ambitionne la place de David Cameron et qui pour ça a pris la tête de la campagne pour le Brexit, écrit un livre sur le facteur Churchill, comment un seul homme a fait l'histoire, c'est parce qu'il entend bien utiliser la citation de Churchill que je viens de vous donner pour justifier son enracinement aux côtés du Brexit et contre effectivement la continuation de la présence britannique dans la communauté économique européenne, hein. Là, je pense qu'un certain nombre de gens sont en train d'utiliser Churchill pour justifier quelque chose qu'ils rattachent à l'idée que l'Angleterre n'est grande que quand elle est, enfin le Royaume-Uni n'est grand que quand il est indépendant et que quand il garde, vous savez, c'était la fameuse phrase de Palmerston, hein. Palmerston avait eu cette phrase absolument extraordinaire. Il avait dit « L'Angleterre n'a ni ennemi. England has no permanent friends nor permanent enemies. It only has permanent interests. » L'Angleterre n'a ni allié permanent, ni ennemi permanent, elle n'a que des intérêts permanents. Hein. Et ça, si vous voulez, l'idée que probablement... Et ça, c'est... Alors, Palmerston, vous savez, ça a été un très grand secrétaire d'État, puis très grand Premier ministre libéral. Et Palmerston, on le surnommait Lord Pumis, Lord Pierre-Ponce. C'est vous dire à quel point c'est un homme de cœur, hein, et de sentiments. Voilà. Alors, nous avons ces photos que je trouve bouleversantes, hein, de Churchill jeune, qui est déjà un peu, bon, chubby cheat, hein, il a les joues rondelettes. Hein, et puis, j'adore la photo de droite où il est évidemment en uniforme de Harrovian, d'élève de l'une des 9 Sacred Public Schools of England, l'une des 9 écoles publiques, qui sont bien sûr les plus privées qui soient. Ça, c'est très anglais aussi, vous voyez, d'appeler les écoles publiques, d'appeler les écoles les plus privées qui soient des public schools, même si en fait, au départ, ces public schools avaient été fondées par Édouard III, les premières, pour effectivement accueillir des enfants pauvres, etc. Mais elles sont devenues, avec le temps, effectivement, les écoles les plus sélectes d'Angleterre. Et donc, il est allé à Harrow. Harrow est situé au nord de Londres, enfin au nord de Londres, dans la banlieue nord de Londres, hein, tout près de Highgate, où est enterré, au cimetière de lequel est enterré Karl Marx, et puis à côté de cet grand espace vert qu'on appelle la lande de Hampstead, Hampstead Heath, hein, et donc ses parents auraient pu venir le voir toutes les semaines, hein, mais son père n'est jamais venu, et sa mère est venue extrêmement rarement, alors qu'il ne cessait bien sûr de la réclamer. Alors, ce qui est important évidemment, c'est qu'il a beaucoup écrit. Je crois que c'était une des choses qui à la fois agaçait le général et en même temps le remplissait d'admiration. D'abord parce que, vous le savez, Churchill a eu le prix Nobel de littérature, ce que le général n'a pas eu, et je crois que le général
peut-être pas sans raison, pensait que peut-être son français à lui était plus taillé pour durer que l'anglais de Churchill. Je crois que Churchill est un plus grand orateur qu'il n'est un grand écrivain. Mais ça, c'est une autre histoire. Hein. Mais il a énormément écrit. Et je pense que, très probablement, le général qui pensait qu'on est un homme d'action véritable, quand on a réussi à repasser cette action au crible de la pensée, estimait chez Churchill cette capacité à repasser l'action au crible de la pensée. Ça, c'est clair. Alors, tout de suite, il a été tenté par la carrière militaire. Comme on dit, c'est quand même quelqu'un qui a mis il a fallu 3 essais pour entrer à l'équivalent de Saint-Cyr. Hein. Sa carrière à Harrow est absolument désastreuse. Hein. Si vous lisez ses carnets de notes de Harrow et les appréciations de ses professeurs, c'est absolument consternant. Il ne lui voit aucun avenir. Et moi, ça m'a toujours, comme je savais ça depuis longtemps, ça m'a toujours incité à être extrêmement prudent quand je remplissais les bulletins de mécanieux. Je me disais, on ne sait jamais si je charge un futur Winston Churchill. Donc, voilà. Mais bon, il faut toujours se méfier que le temps, finalement, voilà. Et donc, évidemment, il a pensé à l'armée. Penser à l'armée parce que c'est un domaine dans lequel son père n'avait pas été, mais qui est pour lui probablement important. Et je vous ai rapporté la couverture de ce petit livre qui est sa première sortie d'Angleterre. Sa première sortie d'Angleterre, c'est en 1895. Quelques semaines après la mort de son père, à l'âge de 45 ans, en janvier 95. Alors vous êtes en train de voir, vous êtes en train de vous dire, ah mais alors c'est absolument étonnant, parce que si lui est mort le 24 janvier 1965, et que son père est mort, alors je vais vous le dire maintenant, son père est mort le 24 janvier 1895. Il est mort 70 ans jour pour jour après la mort de son père. Son père est mort à l'âge de 45 ans et lui est mort à l'âge de 90 ans, le double. Et cette coïncidence des chiffres est absolument étonnante. Hein, c'est vraiment... Et alors, c'est en allant à Cuba qu'il a beaucoup aimé. C'est là où il a pris son goût pour le cigare. Hein, ça vient de très loin chez lui. Le cigare vient de ce voyage à Cuba qu'il effectue à l'âge de 20 ans, à peine. Hein, et il l'effectue à titre de journaliste. On voit tout de suite qu'il y a chez lui, encore une fois, cette combinaison assez extraordinaire entre l'homme d'action, la fascination du militaire, et l'homme de pensée. C'est-à-dire celui qui décrit, celui qui analyse, celui qui tente d'expliquer, de synthétiser, de nourrir effectivement d'abord sa réflexion à lui et ensuite la réflexion des autres. Et avant d'aller à Cuba et après être allé à Cuba, il passe chez le monsieur que vous voyez là, qui s'appelait Bourke Cochrane. Et Bourke Cochrane était une des voix d'or de la Chambre des représentants aux États-Unis à l'époque. Son père venait de mourir. Bourke Cochrane avait été un des suitors, c'est-à-dire un des chevaliers servants de sa mère. On va en rester là pour le moment. Hein. Et donc, c'est très curieux. Churchill devient extrêmement proche de Bourke Cochrane, qui a été probablement le premier à lui montrer, puisque son père n'avait pas pris trop le temps de s'occuper de ça, à lui montrer l'importance de l'art oratoire. Et ça, c'est fondamental. Hein. Churchill a tenu l'Angleterre dans les années de guerre par la parole, hein, par le verbe. Hein, ça, c'est absolument extraordinaire. Et donc, Bourke Cochrane, qui apparaît très peu dans les biographies d'habitude, j'en fais un personnage relativement important, probablement à tort. Hein, vous savez, quand on explique des choses et que d'autres sont passés par certains chemins, on a tendance soi-même à privilégier d'autres chemins qui ne sont pas forcément beaucoup plus importants que ceux par lesquels étaient passés les autres. Mais c'est comme ça qu'on revendique un minimum d'originalité. Et je crois que Bourke Cochrane, c'est quand même très important. C'est quelqu'un qui apparaît assez vite comme un père de substitution, puisque Churchill vient de perdre son père, hein, il a à peine 20 ans, son père vient de mourir à l'âge de 45 ans, très jeune donc. Alors, de quoi est mort son père, on n'a jamais su. Frank Harris, qui était une espèce de romancier à scandale du Londres décadent wildien, Frank Harris a toujours dit qu'il était mort de la syphilis. On a fait des analyses sur le corps de Lord David Churchill, sur les restes de Lord Randolph Churchill, et maintenant, un certain nombre de médecins pensent qu'il a souffert probablement très jeune d'une tumeur au cerveau qu'il a finalement emportée, hein, et dans des conditions assez terribles. Hein, voilà. Alors, là aussi, importance absolument fondamentale, dès 96. C'est ça qu'il faut que vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est très facile à immobiliser, hein, puisque, et à l'époque, on ne prend pas l'avion. Hein. Il est en 95 à Cuba, avec un passage assez long à l'aller
à New York, un passage au retour assez long à New York, passage qui est interrompu par la mort de sa gouvernante, Mrs. Everest. Donc n'oubliez pas que dans la même année, il perd son père et il perd effectivement la femme dont il dit que l'affection a eu le plus d'importance pour lui et qu'elle a été le plus nourricière pour lui. Et très vite, il va voir sa mère commencer à tourner autour de jeunes gens qui ont son âge. Hein. Donc c'est quand même assez... Je veux dire, faut pas s'imaginer que tout ça est très simple. Hein. C'est bon, voilà. Et donc, il s'en va en Inde en 1896 pour... Alors, il a toujours fait à la fois acte de volontariat, il se propose pour aller se battre. Hein. Alors, la première fois qu'il essuie l'épreuve du feu, c'est à Cuba. Mais dans chacune de ses aventures militaires, il sera à chaque fois au feu, on va en reparler tout à l'heure. Et donc, en 1896, là, on est 59 et 766 et 30, 96, on est 39 ans après l'événement fondamental de l'Inde au XIXe siècle, qui est ce qu'on appelle en français la révolte des Sipahs, en anglais The Great Mutiny, hein, qui va marquer l'abandon de la Compagnie des Indes orientales et le passage de l'Inde directement sous le contrôle du gouvernement britannique, avec évidemment la désignation d'un vice-roi, non plus d'un gouverneur général, mais d'un vice-roi. Et vous avez ici Churchill, hein, que vous reconnaissez probablement à l'arrière, qui va adorer l'Inde. Pourquoi? Pour le frisson, bien sûr, du combat, hein, l'héroïsme, et pour le polo. Il sera assez remarquable sur le polo. Et là, il va être envoyé sur la frontière nord-ouest, la frontière pakistanaise d'aujourd'hui, où il va essuyer le feu Pashtun, et il va au moins une fois traîner le corps de ses amis officiers et soldats morts après, effectivement, une embuscade Pashtun. Alors, ce qui est intéressant, et là, je voudrais quand même bien montrer ça, c'est que peut-être que le désir d'aller en Inde, qu'il combine toujours avec un travail de journaliste, hein, peut-être que le désir d'aller en Inde, et même s'il n'écrit pas sur place, l'idée c'est qu'en rentrant, il écrira quelque chose qu'il vendra évidemment à des journaux, hein, ou à un éditeur pour faire de l'argent. Parce qu'il y a une préoccupation majeure dans la vie de Churchill, c'est qu'il n'a pas, en tant que fils d'un troisième fils, il n'a pas de source de revenus garantie. Ça aussi, on oublie de le dire. Hein. Churchill a travaillé toute sa vie pour gagner sa vie. Hein. C'est tout à fait fondamental. Et alors, je pense que, à mon avis, le départ, si vous voulez, d'un Winston en 96, après le passage à Cuba en 95, pour l'Inde, c'est-à-dire quelques mois après la mort de son père, il ne faut jamais oublier que son père a été secrétaire d'État chargé des Indes en 1885 dans le gouvernement conservateur de l'époque. Et que c'est lui, le père, Lord Randolph, qui a décidé l'invasion des deux Birmanies, ce qu'on appelait à l'époque la Birmanie du Nord, le royaume de Birmanie du Nord et le royaume de Birmanie du Sud, et qui a présenté, comme il l'a dit dans la presse, le 1er janvier 1896, la Birmanie en cadeau de nouvelle année à la reine impératrice. Et là, c'est quand même... Et donc, vous ne pouvez pas échapper à l'idée que pour Churchill, préserver les Indes, l'Inde, hein, the jewel in the crown, le joyau de la couronne, hein, c'est préserver le travail du père. C'est préserver la réussite du père. Si vous n'allez pas jusque-là, je crois qu'on ne comprend rien. Comment cet homme tellement intelligent a-t-il pu rester aveugle toute sa vie à l'évidence de l'indépendance nécessaire de l'Inde? Il n'a pu rester aveugle à ça que parce que l'Inde, c'était d'une certaine manière le triomphe de son père. Puisque je vais vous montrer maintenant la photographie d'un personnage extrêmement important que vous connaissez peut-être, hein, qui s'appelait Francis Younghusband. Hein, et Francis Younghusband, qui a été un des grands... Alors vous savez, l'Inde a attiré l'Empire en Inde. Oui, quand j'ai dit 1896, ce cadeau de nouvel an qu'il fait à la reine Victoria, Lord Randolph, en lui offrant la Birmanie, joyau supplémentaire dans sa couronne impériale, c'est parce que c'est 20 ans après 1876, l'année où Disraeli va faire voter par le Parlement le projet de loi sur les titres additifs, et à partir de ce moment-là, et alors là, elle n'a jamais autant biché qu'à ce moment-là, Victoria a pu signer tous ses documents officiels, Victoria Ar et I, c'est-à-dire Victoria Regina et Imperatrix.
Et là, alors, vous comprenez, d'Israélie qu'elle portait déjà dans son cœur et qu'elle adorait, alors qu'elle détestait cet infernal monsieur Gladstone, hein, évidemment, d'Israélie lui a fait le plus beau cadeau qu'on pouvait lui faire. Hein. Et donc, là, c'est très important, Randolph Churchill se situe dans l'héritage d'Israélien. C'est-à-dire un respect sans borne pour la couronne. On est là, si vous avez suivi ma petite chose sur Bismarck la dernière fois, on est là dans une sorte de milieu très néo-féodal. Hein. Vous avez une suzeraine, vous avez des vassaux, et la loyauté des vassaux à l'égard de leur suzeraine ou de leur suzerain, c'est d'augmenter les territoires sur lesquels l'autorité de ce souverain parfait s'exerce. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est fondamental. 76 d'Israéli, le Additional Titles Bill, 1896, 1er janvier, la Birmanie, Burma, devient effectivement. Et ça, c'est absolument étonnant. Et alors, cet homme, qui s'appelle Francis Young Husband, l'Inde attirait deux types de personnages. Ce que j'appellerais personnellement des coureurs de fortune, c'est-à-dire des gens peu recommandables, mais qui, certains, sont devenus héros malgré eux, etc. Et puis, vous aviez des gens comme Bentinck. Bentinck est un personnage absolument fondamental, qui est quelqu'un qui a imposé à la Sicile, d'après 1815, une constitution libérale qu'on a ensuite reprise en faveur d'une constitution autoritaire en 1848, etc. Et Bentinck, qui est ensuite parti en Inde et qui a mis un terme à lui tout seul à deux choses, c'est-à-dire la tradition des adorateurs de Kali, les thugs, qui se mêlaient à des voyageurs pour les étrangler, hein, et puis de l'autre, cette idée que quand vous étiez la veuve d'un Indien, surtout si c'était un Indien riche et puissant, à sa mort, vous n'aviez qu'une chose à faire, c'est à vous jeter sur son bûcher, effectivement, funéraire, de manière à être sûr d'être réincarné en même temps que lui, bien sûr, dans les vies à venir. Et donc, Bentinck, c'est l'homme qui a mis fin aux thugs, et voilà. Et il y a eu des gens comme... Et Young Husband était comme ça, c'est un personnage qui est allé en Inde, tout autant pour l'exercice des 3 C, christianisme, civilisation, commerce, que pour s'initier à une autre manière de comprendre et d'expliquer le monde. Et dans le cas de Young Husband, il ne s'est pas arrêté en Inde, il est allé jusqu'au Tibet. Et le Tibet a été le lieu de sa révélation absolue. Et lui, Young Husband, personnage extrêmement respecté de la fin du 19e siècle en Angleterre, a dit de Lord Randolph, le père de Winston, « The best Secretary of State the India Office ever had ». Le meilleur secrétaire d'État, le meilleur ministre responsable que le secrétariat d'État aux affaires indiennes ait jamais eu. Et alors, ça peut expliquer pourquoi, hein, quand Gandhi a été reçu, habillé de cette manière-là, à la fois au palais du vice-roi à Delhi, et ensuite pour les fameuses conférences de la table ronde qui ont eu lieu entre 1930 et 1932 à Londres, pour essayer d'envisager l'avenir de l'Inde, Churchill a eu cette phrase définitive, hein, il est alarmant et aussi un tout petit peu écœurant de voir M. Gandhi, juriste séditieux élevé au Middle Temple à Londres, hein, et d'un type et d'un genre bien connu en Orient, jouer maintenant les fakirs, hein, et arpenter à demi nus les marches du palais royal pour discuter d'égal à égal avec le représentant du roi empereur. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une très légère erreur de jugement sur Gandhi, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Mais cette très légère erreur de jugement ne s'explique, à mon avis, que parce que Gandhi attentait sans le savoir à l'œuvre du père, et que pour Churchill, l'important, c'était de sauver ce qu'il restait de l'œuvre du père. Nous en reparlerons. En 98, 2 ans après l'Inde, le 2 septembre, il assiste au Soudan, à la dernière charge de cavalerie de l'armée britannique. Ce qu'on appelle Omdurman, O-M-D-U-R-M-A-N. Il s'agit, là je ne vais pas m'attarder trop longtemps parce que sinon c'est sans fin. Le problème c'est que quand on me branche là-dessus, ça peut durer comme ça pendant des heures. Évidemment, vous le savez, il y a eu ce drame absolument terrible où le général Gordon, l'envoyé des troupes britanniques, hein, a réussi effectivement à conquérir une partie du Soudan, jusqu'à ce que des forces islamiques conduites par quelqu'un, c'est exactement Daesh, hein, ne rêvez pas, c'est Daesh, conduit par quelqu'un qu'on appelait le Mahdi, hein, c'est-à-dire une sorte de chef de guerre, prophète, en train de devenir calife, se soit rebellé contre Gordon à Khartoum et pris
Khartoum alors que Gordon y était installé et est tranché la tête de Gordon et se soit ensuite fait accompagner par la tête de Gordon partout, de sorte que quand le Mahdi installait sa tente quelque part, il y avait un domestique qui arrivait, enfin un serviteur qui arrivait avec un petit torchon, hein, mais riche je suppose, hein, et la première chose qu'on défaisait, c'était on posait le torchon, on ouvrait le torchon et surgissait la tête de Gordon. Hein. Donc voilà. Alors Gordon, c'est un personnage complètement fou. Hein, là aussi, il vaudrait à lui tout seul 2 conférences. C'est quelqu'un qui apparaît dans la guerre de l'opium en Chine, etc., puis qui réapparaît effectivement à Khartoum, où il sera détruit par les troupes du Mahdi. Et il fait partie de ces 4 victoriens éminents que l'un des membres les plus importants du Bloomsbury Group, le cercle de Virginia Woolf, Lytton Strachey, a utilisé pour décrire les forces et les fragilités du victorianisme. Gordon représentant l'épopée coloniale. Alors, Kitchener a été chargé de venger Gordon. Et la vengeance, effectivement, de Kitchener par rapport au Mahdi s'est exercée le 2 septembre 1998, au moment de la bataille d'Omdurman, où les troupes du Mahdi ont été été taillées en pièces. Le Mahdi lui-même, bien sûr, a été tué. Et évidemment, cette victoire énorme a eu un succès total dans la presse britannique. Et revenant sur cette période en 1930, ayant eu entre-temps l'expérience de la guerre de 14-18, c'est très important. Ce texte est magnifique parce que Churchill écrit en 1930 à propos de Omdurman qui s'est passé le 2 septembre 1998, hein, mais entre-temps, Churchill a eu l'expérience de la guerre. Et donc il dit, ce genre de guerre était pleine de moments absolument fascinants, d'émotions fascinantes. Hein. Donc une guerre chevaleresque presque, si vous voulez. Hein. Ce n'était pas comme la Grande Guerre. Ce ne fut pas comme la Grande Guerre. Personne ne s'attendait à être tué. Alors que nous allons célébrer, je vous le rappelle, cette année, l'anniversaire de la bataille de la Somme, où 600 000 soldats britanniques sont morts en quelques semaines pour avoir gagné 3 cm de ligne de front. Là, n'oubliez pas ce genre de choses parce que c'est assez... Et là donc, dans la Grande Guerre, tout le monde s'attendait à être tué. Hein. Et en fait, le miracle, c'était de s'en sortir. Hein. Pour la grande masse de ceux qui ont participé aux petites guerres de la Grande-Bretagne. Et vous voyez, les petites guerres, c'est toutes les guerres coloniales. Hein. C'est en Afrique du Sud, la guerre contre les Zoulous, dans laquelle le prince impérial mourra. Hein. C'est effectivement les guerres du Soudan. Ce sont les 2 guerres d'Afghanistan. Alors vous savez, dans la première guerre d'Afghanistan, c'est absolument fabuleux. Ils sont rentrés 16 000 soldats britanniques en Afghanistan, il en est revenu 1. 15 999 ont disparu à jamais. Muni de cette très modeste connaissance, quand l'Union soviétique s'est engagée en Afghanistan, j'ai dit à 2 ou 3 personnes qui voulaient bien m'entendre, il ne faut jamais aller en Afghanistan. Jamais. Ça, c'est clair. Si on y réfléchit 2 minutes, c'est surtout un endroit où on ne va pas. Bien. Et donc, voilà. Donc, pour la grande masse de ceux qui ont pris part à ces petites guerres de la Grande-Bretagne, dans ces jours aujourd'hui disparus et où on avait le cœur léger, hein, la mort, la mort, n'était qu'un élément sportif ou un élément de jeu hein, dans un univers extraordinairement et splendidement ludique. Hein. Donc on est à un moment où la guerre, Dieu que la guerre est une chose jolie, d'une certaine manière. Hein. Et puis c'est ça, je crois, qui est évidemment caractéristique du XXe siècle, c'est le bascule que Churchill ici exprime de manière absolument magnifique. On a changé de monde et on a changé de guerre. Et le progrès scientifique de la fin du XIXe siècle a permis de tuer et de détruire beaucoup plus efficacement et à une beaucoup plus grande échelle. Alors, au retour, évidemment, il va tenter de bâtir sur cette légitimité militaire une légitimité politique. Il va se présenter pour la première fois aux élections générales pour la circonscription de Oldham, dont nous reparlerons, et il sera splendidement battu. D'où l'idée qu'il va chercher une autre petite guerre. Et l'autre petite guerre qu'il va chercher, c'est la guerre des Boers, c'est-à-dire qu'en 1899, qu'on appelle la guerre du Vietnam de l'Empire britannique, il va s'engager effectivement aux côtés des troupes britanniques. Et il va aussi vendre à l'avance ses souvenirs de guerre à un journal qu'on appelle The Morning Post. Et il va être fait prisonnier. Et alors là, c'est merveilleux. Il va faire les gros titres.
parce qu'il va pouvoir s'enfuir d'un train pendant qu'il est transporté d'un camp d'internement vers une prison définitive. Alors je ne sais pas si le vautour était là dans cette position pour le voir sauter. Je pense qu'il y a là quelque chose d'un tout petit peu rajouté par les fabricants d'images. On est déjà dans la com d'une certaine manière, hein, mais c'est quand même très étonnant. Et alors inutile de vous dire que cette manière, effectivement, d'aller sur le terrain, de rencontrer encore une fois le feu, puis ensuite d'être fait prisonnier, de s'évader, hein, ça vous permet effectivement d'envoyer au Morning Post, qui va les payer de plus en plus cher, des articles que « Comment je me suis échappé de Pretoria ». Hein, ça, c'est quand même mieux que quoi que ce soit d'autre. C'est mieux que des descriptifs à distance, etc. Hein. Et les aventures qui ont suivi pour moi sur la route vers la baie de Delagoa. Et alors, vous voyez ici, ça, c'est la mise à prix de Churchill par l'administration Boer. L'administration Boer offrait 25 livres pour quiconque arrêterait Churchill et le détiendrait jusqu'à l'arrivée, effectivement, des troupes afrikaners qui pourraient le remettre dans sa prison. Et alors, là, c'est clair. Là, cette fois-là, ça a marché, c'est-à-dire qu'il a effectivement, sur la force de ses aventures militaires, soigneusement relayées par les journaux, en particulier le Morning Post, il a été élu, effectivement, pour la première fois en 1900, au moment de ce qu'on appelle the Khaki Election, l'élection Khaki. Alors, l'élection Khaki de 1900, c'est l'équivalent de l'élection de Mrs. Thatcher au moment des Malouines. Hein. Vous savez, Margaret Thatcher était au pouvoir depuis 4 ans, les choses étaient extrêmement difficiles, et puis tout d'un coup, on ne sait pas très bien pourquoi, ce pauvre Galtieri, le général président de l'Argentine, a eu envie de récupérer les Malouines. Et alors là, il y en a une des deux qui a compris ce qu'elle pouvait en faire. Ça, c'est clair. Et du coup, vous avez eu effectivement des élections générales qui ont donné à Margaret Thatcher une majorité énorme. Et c'est la même chose qui s'est passé pour Salisbury, hein, qui était à l'époque le Premier ministre conservateur, dans ce qu'on a appelé l'élection Khaki. Et au moment, effectivement, de l'élection qui a renouvelé le bail de Mme Thatcher pour la deuxième fois au 10 Downing Street, beaucoup de commentateurs britanniques ont fait allusion à l'élection Khaki de 1900, qui a été l'élection dans laquelle Churchill a été pour la première fois élu, et pas mécontent de l'être, visiblement, hein, à la Chambre des communes. Le problème, je vais en parler brièvement, bien qu'il soit élu en tant que député conservateur, Tory, il a un problème avec le leadership du Parti conservateur, qu'il n'ose pas attaquer directement, il n'ose pas attaquer directement le Premier ministre Salisbury, un petit personnage absolument majeur de l'histoire britannique de la fin du 19e et du tout début du 20e. Il n'ose pas l'attaquer directement. Il n'ose pas attaquer directement le neveu de Salisbury, qui va laisser un nom extrêmement important dans l'histoire et qui s'appelle Arthur James Balfour, hein, Balfour, comme on dit en français d'habitude. Bon. Et il n'ose pas les attaquer. Or, il sait très bien qu'en fait, c'est pour favoriser la carrière de son neveu Balfour que Salisbury a ruiné la carrière de son père, Lord Randolph. Et donc, il y a, si vous voulez, à la fois une adhésion au Parti conservateur qui est de tradition chez les Spencer Churchill, chez les Marlborough, et en même temps chez Winston, il y a ce sentiment que les gens qui sont à ce moment-là à la tête du Parti conservateur, puisque Salisbury, qui est un Cecil, les Cecil, si vous vous souvenez, c'est Élisabeth Ier, hein, ça commence à apparaître à ce moment-là. Balfour, en dépit du fait qu'il s'appelle Balfour, est né d'une demoiselle Cecil. Il est le neveu du Premier ministre. Salisbury est un personnage extrêmement brillant, qui a très bien compris que Lord Randolph, le père de Winston, n'ambitionnait qu'une chose, c'est le leadership du Parti conservateur et donc le poste de Premier ministre. Ce qu'on appelle the top of the greasy pole, hein, le sommet du mât recouvert de graisse, hein, parce qu'il faut pouvoir monter en haut du mât, hein, mais c'est plein de graisse, donc c'est difficile. Hein, voilà. Puis il n'y en a jamais qu'un à la fois, un Premier ministre. Bon. Et donc, il a très bien compris que Randolph revendiquait ou voulait arriver à sa place, enfin, au sommet, une fois que Salisbury a repris sa retraite. Et donc, il a tout fait pour ruiner la carrière de Randolph de manière à ce que Balfour, son neveu, puisse prendre sa place. Et ça, Winston l'avait très bien compris. Et donc, il avait une sorte de, à la fois, publiquement, une adhésion complète à, et donc, inutile de vous dire qu'on ne s'est pas précipité pour faire de lui, en quoi que ce soit, un sous-secrétaire d'État ou Dieu sait quoi. Et donc, en 1904, il a fait ce qu'il est extrêmement difficile de faire en Angleterre, mais qui arrive de temps en temps, c'est-à-dire il a crossed the floor.
c'est-à-dire qu'il est passé de la droite du Speaker, où se situe la majorité à l'époque conservatrice, à la gauche du Speaker, où se situait l'opposition, c'est-à-dire le Parti libéral de l'époque. C'est-à-dire qu'il a changé de parti. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il y a peut-être quelqu'un en France en ce moment qui se dit qu'il ferait peut-être mieux de cross the floor. Ça, c'est une autre histoire. Vous verrez comment on organise tout cela. Mais vous voyez comme quoi, finalement, à toutes les époques, voilà. Et alors, pourquoi est-ce qu'il a cross the floor? Tout simplement parce qu'il a présent à l'esprit, et nous y reviendrons tout à l'heure, cette idée que son père a été le théoricien de quelque chose qu'on appelle dans l'histoire des idées politiques anglaises Tory democracy, c'est-à-dire la démocratie conservatrice. Vous voyez à nouveau le lien avec Bismarck, hein, c'est-à-dire cette idée que la classe dirigeante aristocratique doit prendre la défense des opprimés, des humbles, des offensés, etc., contre la rapacité d'une nouvelle élite, qui est une nouvelle élite industrielle, commerçante et financière. Hein, voilà. Et que cette nouvelle élite, l'ancienne élite, pour demeurer légitime, doit prendre la défense de ceux qui sont... Vous voyez la cohérence de la pensée, hein. Et donc cette idée que nous, les aristocrates, hein, tels des chevaliers du Moyen-Âge venant au secours de la veuve et de l'orphelin, où sont les veuves et l'orphelin aujourd'hui? Ce sont ceux qui sont exploités par une nouvelle élite, qui est une nouvelle élite utilitarienne, hein, et qui, en fait, représente un triple pôle industriel, financier et commercial. Et donc, contre ces gens-là, on doit prendre effectivement la défense de ceux qui furent dans le temps nos manants, hein, mais dont il nous revient aujourd'hui d'assurer évidemment la protection. C'est ça, Tory democracy, hein, pas plus. Alors évidemment, quand vous avez quelqu'un comme Winston Churchill, fils de Lord Randolph Churchill, qui traverse le floor, qui crosses the floor, et que vous le voyez arriver chez les libéraux, et qu'en 1905, John Campbell Bannerman a l'occasion de former un gouvernement libéral à cause des divisions des conservateurs, eh bien vous faites immédiatement évidemment de Churchill quelqu'un qui va occuper un poste ministériel. Il est sous-secrétaire d'État aux colonies, mais il n'est pas membre du cabinet. Vous savez qu'en Angleterre, le gouvernement et le cabinet, c'est pas la même chose. Le gouvernement peut se composer de 60 ou 70 personnes. Le cabinet se compose au maximum de 15 personnes. Ce sont tous les ministres fondamentaux. Et la composition du cabinet n'est pas de droit. Alors, bien sûr, deux droits sont au cabinet, the Home Secretary, le ministre de l'Intérieur, the Chancellor of the Exchequer, le chancelier de l'exécutif, the Foreign Secretary, full stop. Tous les autres ministères qui sont appelés à faire partie du cabinet reflètent les orientations de la politique du Premier ministre. C'est-à-dire que le Premier ministre choisit de mettre dans le cabinet des gens dont il considère les postes particulièrement importants pour l'articulation de sa politique. C'est clair, ça, à peu près, hein? On devrait faire plus un dialogue, mais on serait là jusqu'à après-demain. En changeant de parti, il voulait montrer que le leadership du Parti conservateur à l'époque n'était pas fidèle à la Tory democracy de son père, et donc ne pouvant pas la construire dans le Parti conservateur, il allait essayer de la construire ailleurs. C'est clair, ça? D'accord. Et donc, il va monter, parce qu'en 1906, vous savez, il y a le grand raz-de-marée libéral. Alors ça, il a eu du nez. Hein, ça, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir eu du nez. C'est-à-dire qu'en 1905, John Campbell Bannerman devient Premier ministre à cause des dissensions internes aux conservateurs. Il dispose d'une majorité relative à la Chambre des communes, parce que dans le Parti conservateur, il y a un personnage qui s'appelle Chamberlain, qui est un ancien... Joseph, hein, le père des deux qui vont venir après. Hein. Joseph Chamberlain est un ancien libéral qui s'est converti au conservatisme parce que les conservateurs refusent la politique de libéralisation politique de l'Irlande, hein, ce qu'on appelle le Home Rule. Et donc, il est entré chez les conservateurs. Lui aussi, il a crossed the floor, mais dans l'autre sens. Hein. Et il a pris fait et cause pour la réintroduction des droits de douane, c'est-à-dire pour le retour à une politique protectionniste. Or, depuis 1832 et l'abolition des lois sur le blé, tout ce qui est protectionnisme aux yeux de la population britannique dans son immense majorité, ça veut dire le pain cher. Le pain coûte cher quand on est protectionniste. Et donc en 1906, le Parti libéral, qui revendique une position de libéralisme contre la tentation néo-protectionniste des conservateurs, le Parti libéral a ce qu'on appelle a landslide, c'est-à-dire une victoire raz-de-marée, même si en anglais on appelle ça glissement de terrain. Et donc Churchill est reconduit, bien sûr, à Manchester cette fois-ci. Il a quitté la circonscription de Oldham, qui est une circonscription conservatrice. Il est passé à Manchester. Manchester, les origines du Parti libéral, avec Cobden et Bright.
Hein. Et donc, il continue son ascension et il devient President of the Board of Trade, c'est-à-dire ministre du Commerce et de l'Industrie. Hein. Et c'est à ce moment-là, évidemment, en 1908, un bonheur ne vient jamais seul, qu'il va épouser Clémentine Hozier, H-O-Z-I-E-R, qui restera évidemment son épouse, sans qu'alors là, je dois dire, on puisse parler un instant du moindre nuage entre eux. Hein. Et ça, c'est très curieux. Son père était un coureur invétéré de jupons, sa mère, d'où la syphilis, d'où l'accusation de syphilis à l'occasion de sa mort, hein, et sa mère, vous avez vu, n'était probablement pas en reste. Hein. Est-ce que là aussi, il y a une volonté, en quelque sorte, de prendre un contre-pied de... C'est très, très étonnant. Hein. Et alors, évidemment, en 1908, il devient President of the Board of Trade, et cette présidence du Board of Trade l'oblige, enfin, fait, disons, Asquith, le nouveau Premier ministre, l'invite à entrer dans le cabinet. Et à l'époque, si vous étiez ministre sans être dans le cabinet et que vous étiez promu dans le cabinet, il fallait retourner devant les électeurs. Ça, j'adore ce genre de choses. Si vous voulez, c'est-à-dire... Les promotions ne venaient pas sans le consentement de la Vox Populi. Si vous voyez ce que je veux dire. On rêve, là. Hein. La nostalgie n'est plus ce qu'elle était, comme disait l'autre. Hein. Et donc, il va se représenter à Manchester, qu'il a élu en 6. Manchester le bat. Il se précipite à Dundee, voilà la campagne électorale de Dundee, et il est réélu. Et c'est là, à ce moment-là, où, sous la direction de Asquith, il va rencontrer quelqu'un avec qui il aura toujours un rapport extrêmement ambigu, une fascination intellectuelle et une détestation morale, et qui est tout simplement Lloyd George. Hein. Lloyd George qui va être son mentor financier et social. Et donc Churchill, en tant que ministre du Commerce et de l'Industrie et membre du cabinet, va participer à l'élaboration collective de ce qu'on appelle the people's budget, hein, le budget du peuple. C'est-à-dire, j'en ai parlé à propos de Bismarck la dernière fois, la mise en place des premières grandes mesures d'assurance maladie, d'assurance chômage et de taxation pour financer ces assurances, bien sûr. Hein. Et évidemment, en tant que President of the Board of Trade, ministre du Commerce et de l'Industrie, c'est lui qui décrétera, enfin qui fera voter par le Parlement l'interdiction de l'emploi de garçons de moins de 14 ans dans les mines, la journée de 8 heures dans les puits, une après-midi libre pour tous les travailleurs, début du salaire minimum, et c'est lui qui, avec David Lloyd George, présentera devant la Chambre des communes l'acte sur la loi sur l'assurance nationale, l'ancêtre de la sécurité sociale, bien sûr. Hein. Et donc, vous voyez, il y a un lien très étroit avec le monde de Bismarck dont nous avons parlé précédemment, parce que c'est ici, si vous voulez, Churchill, l'aristocrate, se met au service d'avancées sociales qui sont conduites par des libéraux, donc pour lui des gens qui sont quand même un peu soupçonnables, mais il les préfère eux parce qu'ils sont seuls capables de mettre en place le démocratisme Tory, conservateur, que lui avait légué son père. Et alors vous voyez ici la fraude exposée, hein. Regardez, en gris vous avez budget libéral, et quand, évidemment, on a passé la brosse et qu'on a nettoyé, apparaît socialisme, le socialisme. Hein. Donc, sous, évidemment, le budget libéral, apparaît le socialisme. Et alors là, évidemment, l'idée, c'est qu'on retrouve ce lien absolument essentiel entre cette aile gauche, disons, du Parti conservateur, aile gauche néo-féodale, qui a été incarnée par un juif converti à la naissance par son père d'Israéli. Si son père ne l'avait pas fait baptiser à la naissance, d'Israéli n'aurait jamais été Premier ministre. Et ce qui est absolument fantastique dans Disraeli, c'est que Disraeli, fils d'immigrants juifs italiens installés dans la cité de Londres, est devenu le théoricien de la responsabilité aristocratique néo-féodale à l'égard des classes laborieuses, lui qui n'avait rien d'un aristocrate ni d'un néo-féodal, mais ça c'est absolument magnifique. Hein. Et le maître à penser de Lord Randolph Churchill, le père de Winston, c'est Disraeli. Car dans une caricature que vous voyez à l'époque, vous avez Lord Randolph au premier rang qui se rengorge, et derrière, regardez, vous avez son inspirateur, évidemment, Disraeli. Hein, et la légende, bien sûr, The Grand Young Man, The Grand Old Man, hein, le grand vieux monsieur, c'est Disraeli, et le grand jeune monsieur, c'est Lord Randolph Churchill. Et les deux, évidemment,
opposants fondamentaux de Randolph, c'est les partisans d'un conservatisme très traditionnel, très conservateur. C'est le marquis de Salisbury que vous voyez ici et son neveu, l'extraordinaire Arthur James Balfour, le philosophe sceptique au pouvoir, peint ici par John Singer Sargent comme le cousin de Churchill tout à l'heure. Et alors, vous voyez, le drame, c'est que Lord Randolph Churchill a été décrit, évidemment, comme par Punch, le grand journal satirique de l'époque, le canard enchaîné de l'époque, si vous voulez, à Londres, comme une sorte de moustique. C'est-à-dire quelqu'un qui s'agite et qui fait qui vibre, et qui pique un peu partout, mais qui ne débouche jamais et qui ne parvient jamais à avoir une fécondité. Là aussi, réfléchissez à l'état de choses, vous verrez. Et donc, c'est très curieux que dans l'œuvre historique et littéraire de Winston Churchill, il y ait eu très vite le désir d'écrire un livre, alors regardez, une biographie en 2 volumes de son père, qui est tout entière consacrée à justifier l'action de son père, la théorie de son père, la pensée de son... Ça, c'est extrêmement émouvant. Winston a passé des mois, des années à rédiger cette espèce de tombeau, au sens classique du terme, tombeau de son père, dans lequel il a voulu absolument inverser tout ce que l'opinion publique disait évidemment de mal sur son père. En 1910, il prend encore du galon, il devient effectivement ministre de l'Intérieur. Vous avez tous vu cette photo au moins une fois, il est là, en manteau à col d'Astrakhan, ce qui lui sera beaucoup reproché, et en chapeau haute forme, et il est en train, effectivement, d'assister à l'assaut mené par les troupes contre une maison de l'East End où s'étaient réfugiés des terroristes venus des pays baltes. Et en 1911, il prend son grand virage, c'est-à-dire qu'il assume pour la première fois la responsabilité de la défense et en particulier de la marine, puisqu'il devient First Lord of the Admiralty, premier lord de l'amirauté, c'est-à-dire ministre de la marine, à une époque où règne encore ce qu'on appelle le Two Power System, le système des 2 pouvoirs, c'est-à-dire ou des 2 puissances. Il faut que la flotte anglaise à tout instant soit composée de l'addition des 2 flottes les plus importantes en dehors de la sienne, plus un bateau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le budget de la marine est un budget absolument énorme, puisqu'on calcule que la Royal Navy doit toujours avoir autant de bateaux que les 2 flottes les plus importantes qui la suivent dans l'ordre d'importance. Si c'est la flotte allemande et la flotte américaine, il faut que vous preniez la flotte allemande, la Kriegsmarine et la US Navy, vous additionnez le nombre de bateaux de la Kriegsmarine et de l'US Navy et vous en rajoutez un. Et c'est ce qu'on appelle le Two Power System. Et Churchill sera chargé de maintenir ça, ce qu'on appelle le Two Power System, à la tête du ministère de la Marine, à la tête de l'amirauté, où il sera considérablement intégré, on va reparler dans un instant, par un personnage absolument génial, l'un des self-made men les plus brillants de l'histoire d'Angleterre, qui s'appelait John Fisher, et qui a été véritablement, jusqu'à leur rupture à propos des Dardanelles, l'âme damnée, en quelque sorte, de Churchill. Alors, très très important, très 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 important. Churchill, dès avril 14, fait des vols répétés en avion et dit « La guerre, si elle vient, sera une guerre de l'aviation ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire à l'époque. Là, on est bien obligé de reconnaître que s'il y a effectivement dans le leader un visionnaire, vous avez là un visionnaire. C'est-à-dire que je vous rappelle que nous irons en pantalon garance, ce qui d'ailleurs pour les avions est idéal, parce que plus vous voyez de pantalons rouges ensemble, plus vous avez envie de lâcher vos bombes dessus, c'est clair. Mais ça, c'est absolument génial. Et il va imposer massivement une dépense en faveur de l'aviation de guerre. Et ça ne s'arrête pas là. Et oui, le 24 février 1915, il lance la première recherche en pleine guerre sur les tanks, avant même que les tanks n'arrivent des États-Unis. Et donc ça, c'est fondamental. Et le plus extraordinaire, c'est qu'il dit publiquement « Le siècle à venir ne sera pas le siècle du charbon, en particulier dans le domaine militaire, il sera le siècle du pétrole. Et donc il faut absolument savoir où nous trouverons notre pétrole. » Je vais vous en reparler dans une minute. Ça, c'est absolument génial. Ça, c'est vraiment génial. On peut dire tout ce qu'on veut, je vais dire d'ailleurs beaucoup de mal de lui après, mais c'est pas grave. Mais 1914, les avions, 1915, les tanks, et
la découverte que ceci impose un passage au niveau des sources d'énergie du charbon au pétrole est absolument fondamentale. Et je vous l'ai montré là, cette carrière va venir se briser, cette carrière prophétique et extrêmement brillante, va venir se briser, évidemment, sur les Dardanelles, qui sont une intuition totalement fausse, que John Fisher, que vous voyez ici, le premier lord de la mer, the first sea lord, ne cesse de lui dire Monsieur le premier lord de l'amirauté, je suis absolument désolé, vous n'avez pas l'expérience de la marine, j'ai commencé comme apprenti dans la marine, je connais la marine par cœur. C'est lui qui a construit les premiers dreadnoughts, hein, Fisher. C'est lui qui a compris quelle était l'importance des dreadnoughts. C'est lui qui les a fait construire, les premiers. Un type absolument génial et parti de rien. Hein, c'est vraiment celui qui s'est engagé comme mousse à 12 ans, parce que voilà, et qui a fini effectivement. Et il démissionne en 15, pendant l'affaire des Dardanelles, parce qu'il dit à Churchill, vous n'y arriverez pas, c'est pas possible. Churchill s'entête, et du coup, effectivement, Churchill, à la fin de la catastrophe des Dardanelles, démissionne à son tour. Et là, alors vous voyez, c'est là où quand même chez Churchill, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Regardez là, il est au front, dans les tranchées. Il va dire à Asquith, le Premier ministre, il va lui dire non, c'est pas possible, je ne peux pas continuer, je me suis trompé, j'ai envoyé des centaines, des milliers d'hommes à la mort, et donc je vais à la mort moi-même. Et il s'en va dans les tranchées. Ça, c'est quand même assez fort. Hein. Alors, évidemment, Asquith le laisse pendant 1 an, puis le rappelle, pour en faire un ministre des munitions, puis secrétaire d'État à la guerre et à l'air, très important, à la guerre et à l'air. 1921-1922, secrétaire d'État aux colonies, il regarde très attentivement vers la Turquie, car il anticipe déjà la dissolution de l'Empire ottoman. Alors on a toujours voulu essayer de montrer qu'il y avait des liens entre Lawrence et lui, mais on n'a jamais pu le prouver de manière claire. Et à la Palestine, et au-delà, il est à l'origine, bien sûr, de l'intérêt du gouvernement britannique pour la fameuse compagnie des pétroles persiques, hein, donc ce qui va conduire la famille des Pahlavi au pouvoir, puis va leur faire perdre le pouvoir, puis va leur faire récupérer. Hein. Et donc c'est lui qui sera à l'origine de la dernière... Puisque vous savez que bien que, on va en reparler dans un instant, bien que Keynes ait dit très clairement, attention, à partir du 18, l'Europe est une puissance en déclin. Le leadership international, l'hégémonie est passée aux États-Unis. Nous croyons avoir gagné la guerre, en fait nous l'avons perdue. Mais ça n'empêchera pas le dernier, évidemment, sursaut de l'Empire britannique. Et si vous regardez où l'Empire britannique s'étend immédiatement après la guerre de 14-18, c'est en Iran et en Irak. Ça, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire là où il y avait des puits de pétrole. Ça, c'est absolument brillantissime. Il tente un retour à la politique en 1924 dans une élection partielle de la circonscription de Westminster Abbey. Il se présente comme constitutionnaliste face à un candidat libéral, un candidat conservateur et un candidat travailliste qui sont présents ici. Il est bien sûr battu. Il est même l'objet de manifestations de haine et de dérision publique avec des militants travaillistes qui le poursuivent pour le siffler et le huer pendant sa campagne. Et alors, évidemment, qu'est-ce que vous voulez, si on l'a fait une fois, pourquoi pas le faire une deuxième fois? En 1924, il retraverse le floor, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il redevient conservateur. Et aussitôt, Stanley Baldwin, qui est le nouveau Premier ministre conservateur, va lui donner le poste le plus important, le numéro 2 du gouvernement, c'est-à-dire le poste de ministre de l'économie et des finances, chancelier de l'échiquier. Et là, regardez, c'est extraordinaire. Sous-secrétaire d'État aux colonies, puis retour aux colonies après la Première Guerre mondiale, chancelier de l'échiquier. Son père, en 1886, avait été chancelier de l'échiquier. Donc vous voyez, il y a une volonté de reprendre en quelque sorte la carrière du père qui est absolument étonnante, avec en plus cette idée qu'il essaiera constamment de réparer les erreurs du père et qu'il en fera lui-même, évidemment, de dramatiques. Hein. La déflation ? Non, pas tant la déflation, enfin si, la déflation qui sera le résultat de quelque chose, qui est une décision purement technique, qui est évidemment la réintégration par la livre sterling après la guerre de 14-18, alors qu'elle est épuisée au milieu des années 20, de l'étalon or. Et ça, c'est la catastrophe. Et vous avez un personnage, Oswald Mosley, M-O-S-L-E-Y, qui est à l'époque l'étoile montante du parti travailliste, et qui deviendra le leader des fascistes britanniques. Hein, ça, je suis désolé, je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais bon, voilà, il se trouve que
vous le savez probablement plus en tout, j'ai enseigné la politique anglaise pendant des années de ma vie, donc c'est des choses un peu que je connais. Hein. Et alors, confronté avec l'alternative de dire au revoir à l'étalon or, et donc à son propre emploi, et adieu aux emplois des autres gens, M. Churchill a, de manière caractéristique, choisi la seconde alternative, c'est-à-dire qu'il a choisi de dire adieu aux emplois des autres gens en réintégrant la livre dans l'étalon or. Et alors, vous le savez, c'est assez terrible, puisque John Maynard Keynes, qui avait écrit en 1919 un livre qui s'appelait « Les conséquences économiques de la paix », qui est le livre dans lequel il dit « L'Europe ne sera plus jamais le lieu hégémonique du monde. C'est fini ». En 1925, il écrit un pamphlet qui s'appelle « Les conséquences économiques de M. Churchill ». C'est-à-dire pour bien montrer que économiquement la guerre a été désastreuse et que économiquement Churchill est désastreux. Et c'est l'époque, évidemment, où il s'efface pratiquement de la vie politique, il se marginalise de la vie politique, face à deux personnes qui sont à gauche la montée du travaillisme, et là c'était évidemment, si vous voulez, c'est quand même des gens comme Disraeli et son père, Lord Randolph Churchill, parce qu'il est clair que le système électoral britannique, First Past the Post, FPTP, celui qui a la meilleure, il y a qu'un tour de scrutin. Hein, et donc, il vous suffit que vous ayez une voix de plus que la deuxième personne après vous pour que vous soyez automatiquement élu. Hein. C'est-à-dire, supposez qu'il y a, je ne sais pas, 45 000 électeurs dans la circonscription, il y a 4 candidats, vous avez 12 500 électeurs, ce qui, pour le moins qu'on puisse dire, n'est pas une majorité absolue, mais si vous avez 12 580 électeurs qui ont voté pour vous et que l'autre personne a 12 579 électeurs qui ont voté pour elle, c'est vous qui êtes élu. Hein. FPTP, First Past the Post. Donc ça demande pas mal de concentration, hein, parce qu'il n'y a pas de deuxième chance, comme disait l'autre. Hein. Il n'y a donc pas de manœuvre entre les tours, si vous voyez ce que je veux dire, hein, non plus. Bon. Et donc, l'idée, c'est que ce genre de scrutin favorise inexorablement le bipartisme. Or, vient de naître fin 19e et se développe à partir des années 20 un troisième grand parti, le Parti travailliste, qui est le Parti socialiste britannique. Mais attention, un socialisme non marxiste. Je le dis tout de suite parce qu'en France, on a tendance à confondre les deux. Les Anglais n'ont jamais fait la confusion. Et donc, ce parti est représenté par un personnage qui s'appelle Ramsay MacDonald, que vous voyez ici, et du côté des conservateurs, Stanley Baldwin, qui n'est autre que le cousin germain de Rudyard Kipling. Voilà. Mais je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi les mères sont absolument fabuleux. Mais voilà. C'est lui, Rudyard Kipling, qui a soufflé à Stanley Baldwin sa fameuse phrase sur la presse, qu'il attaquait, Baldwin. C'est Kipling qui lui a soufflé cette fameuse phrase qui fait autorité, c'est le cas de le dire, « Power without responsibility », le pouvoir sans responsabilité, hein, « the characteristic of the harlot throughout the ages », la caractéristique de la putain à travers les âges. Hein, voilà. Et donc la presse est définie une fois pour toutes comme la putain de la démocratie. Hein, c'est très très bien. La formule de Kipling est absolument fabuleuse et on pense que Baldwin lui a largement emprunté. Et alors, le comble du comble de la descente aux enfers, puisque là, dans ces années-là, Churchill n'est rien. C'est l'homme des Dardanelles, c'est l'homme de 1925, le retour à l'étalon or et l'entrée inexorable dans la crise de 29. Vous parliez de la déflation à l'instant, vous aviez tout à fait raison. Hein, mais par la médiation de l'entrée dans l'étalon or. Churchill est complètement oublié. Et là, il va rajouter insult to injury, hein, c'est-à-dire la crise de l'abdication. Qu'est-ce qui lui passe par la tête? Ça, c'est son vieux principe néo-féodal. Le roi, c'est le suzerain, les ministres sont les vassaux. Les vassaux doivent des protections au suzerain tant que, etc., etc. Et donc, si Édouard VIII veut épouser une Américaine 2 fois divorcée, comme disent mes amis anglais, le problème, c'était pas qu'elle était 2 fois divorcée, si vous voyez ce que je veux dire. C'est génial. Vous n'avez jamais entendu les amis anglais vous dire ça, hein? C'est the king fell in love with Mrs. Wallis Simpson, who was a twice divorced American woman. The problem was not that she was twice divorced. Le problème, c'était pas qu'elle était 2 fois divorcée. Bon, voilà. Et donc, il va s'engager dans le soutien, effectivement, au roi. Et quand le roi, évidemment, prononcera ce discours d'abdication, hein, ce sera évidemment terrible, puisqu'il aura vraiment, contre Baldwin, contre l'archevêque de Canterbury, contre tous les premiers ministres des Dominions, il aura joué le mauvais cheval. Et ça, c'est vraiment le nadir de sa réputation.
Hein. Et n'oubliez pas que quand, évidemment, le duc d'York, c'est-à-dire, en fait, le futur George VI, Albert, va monter sur le trône, quand en 40, il sera appelé au pouvoir, Churchill, par le même George VI, celle qui gardera des souvenirs épouvantables, c'est la future reine-mère, effectivement, qui freinera le plus son mari pour lui faire accepter la nomination de Churchill, en disant, n'oublie pas, c'est lui qui a soutenu ton frère jusqu'au bout. Hein. Donc, voilà. Mais, évidemment, là aussi, il y a une de ses intuitions fabuleuses, car c'est un homme d'intuition fabuleuse, hein. C'est-à-dire qu'il comprend que ça, même si ça paraît acceptable, c'est un déni de l'histoire. Et ça, c'est fabuleux. Il comprend que l'apaisement, appeasement, c'est l'horreur, l'abomination de la désolation dont il faut absolument sortir. Et vous... C'est Chamberlain, bien sûr, qu'on voit là, bien sûr. Hein. Non pas Austin, le premier fils de Joseph, mais Neville, le deuxième fils par une deuxième femme, le demi-frère de Austin. Et ici, vous avez évidemment la fameuse phrase de Churchill, hein, un appeaser, un partisan de l'apaisement, c'est quelqu'un qui nourrit un crocodile en espérant qu'il sera le dernier à être mangé par lui. Ça, c'est... Quand vous pensez qu'il a dit ça, hein, c'est vraiment tout à fait étonnant. Et alors, les caricatures font florès. Hein. Vous voyez appeasement, Chamberlain, Neville, dansant sur cette corde du prestige britannique qui est en train de s'effilocher, avec, regardez d'un côté, les Japonais qui déjà commencent, j'étais en Inde de l'Est jusqu'à hier après-midi, et on me rappelait évidemment les bombardiers, les premiers bombardements japonais sur l'Inde de l'Est, sur la baie du Bengale, hein, etc. Et puis, bien sûr, les deux forces essentielles, l'Italie fasciste, bien sûr, et évidemment l'Allemagne nazie. Et n'oubliez jamais qu'il y avait en Angleterre des sympathies très fortes pour l'Allemagne nazie dans un certain nombre de cercles aristocratiques, qui en particulier se rassemblaient dans la demeure qu'on appelle Cliveden, dont l'hôtesse principale était Nancy Astor, celle qui avait dit à Churchill « Si vous étiez mon mari, j'aurais versé du poison dans votre whisky, etc. Hein. Et le personnage que vous voyez à gauche, qui a fait partie du dernier cabinet de Chamberlain avec Churchill, c'était celui qu'on appelait à l'époque Lord Halifax, qui avait été vice-roi des Indes sous le nom de Lord Irwin, que Churchill, avec son sens de la formule extraordinaire, avait décidé de débaptiser Halifax pour l'appeler Holy Fox, le renard saint. Hein, ça, il n'y a que Churchill pour penser à des trucs comme ça. Hein. Et ces gens se rassemblaient à Cliveden autour de Lady Astor, soutenus en sous-main par le duc de Windsor, c'est-à-dire l'ancien Édouard VIII, et sa femme Wallis Simpson. Vous avez probablement entendu parler du scandale qui a eu lieu il y a quelques jours. Comment? Ils sont allés à Berchtesgaden. Oui, ils sont allés à Berchtesgaden, vous avez tout à fait raison. Et on a récupéré un petit bout de film où on voit dans Buckingham Palace le duc de Windsor apprendre à Élisabeth, la future Élisabeth Ier, à faire le salut nazi. Et ceci a été révélé par le Sun, et ça n'a pas peu causé de remue-ménage dans, surtout l'année du 90e anniversaire de Sa Gracieuse Majesté, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous voyez, si vous avez vu le film de Robert Altman qui s'appelle Gosforth Park, c'est exactement ce milieu-là que Altman décrit. C'est-à-dire ce groupe d'aristocrates anglais, dans lequel il y avait tous les Mitford, hein, Nancy Mitford, tout ça, qui étaient les filles du duc de je ne sais plus quoi, bon, peu importe. Hein, et vous savez que Oswald Mosley, le chef des chemises noires, hein, avait épousé une des sœurs Mitford. Donc tout ça, c'était vraiment très... Et alors, évidemment, Churchill a dit, hein, vous le savez, au retour des négociations de Munich, il a eu cette formule terrible. On vous avait donné le choix entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. Ça, c'est... Je veux dire, comment il pouvait sortir des formules comme ça? C'est absolument fabuleux. Mais c'est probablement à force de l'habitude d'écrire et de l'habitude... Et alors, ce phénomène de l'apaisement est très important. Son combat contre l'apaisement dès 1936, avant même l'abdication d'Édouard VIII, son combat contre l'apaisement lui vaudra de doubler sur le fil les deux hommes politiques conservateurs qui auraient pu être les successeurs de Chamberlain et mener un gouvernement d'unité nationale, c'est-à-dire Rab Butler,
personnage très très important, je ne peux pas vous expliquer qui c'est maintenant, mais qui deviendra plus tard, qui deviendra pendant la guerre le grand ministre réformateur du système éducatif britannique, qui deviendra ensuite l'artisan du consensus, aile droite du Parti travailliste, aile gauche du Parti conservateur, consensus auquel Margaret Thatcher mettra un terme, et puis le fameux Lord Halifax ou Halifax dont nous avons parlé tout à l'heure. Ces deux personnages-là étaient les front-runners, c'était ceux qui menaient la course en tête pour succéder à Chamberlain. Et c'est là où Attlee est intervenu et où il a dit « Jamais je ne servirai sous un appeaser. Si vous voulez faire un gouvernement d'unité nationale conservateur travailliste, et vous ne pouvez pas ne pas en avoir un en temps de guerre, je n'accepterai jamais, moi, leader du Parti travailliste, de servir ou sous Butler ou sous Halifax. » Il était très ami avec Butler, hein, ou sous Butler ou sous Halifax. Et c'est là où il n'y avait plus qu'une solution, c'était Churchill. Et là, alors, on peut parler, puisqu'on réfléchit sur le leadership, hein, on peut parler de ce qu'on appelle dans la temporalité grecque le kairos, l'opportunité. Hein, vous savez que le temps grec se divise en trois figures, l'aion, l'éternel retour, le temps circulaire, chronos, le temps linéaire, qui se compose toujours d'un début, d'une ascension, d'un climax, puis d'une chute, hein, et puis kairos, représenté ici par Francesco Salviati, dans le grand salon du Palais Ricci Saghetti à Rome. Et vous voyez que c'est une figure du temps, puisqu'il a les ailes, le temps s'en va, madame, là, le temps non, mais nous en allons. Il a quand même une balance, il essaie de préserver des équilibres, mais l'attribut principal du kairos, c'est la grande mèche devant qu'il faut saisir. Car si vous ne la saisissez pas au moment où elle se présente, elle ne se représentera pas. Et le peasement et l'anti-appeasement de Churchill, ça a été son kairos. N'oubliez pas qu'à l'époque, hein, si vous le comptez, 75, hein, c'est ça? Oui, 75, quand il naît. Hein, donc, plus 40, il a 65 ans. Hein. À l'époque, à l'espérance moyenne de vie qu'elle était, il est un homme âgé, pratiquement. Hein. Et donc, le 10 mai 40, hein, il est convoqué à Buckingham Palace pour, suivant le rituel solennel, kiss the king's hands, embrasser la main du roi. Et la manière dont il embrasse la main du roi fait de lui, évidemment, le premier des hommes liges de son suzerain, donc, effectivement, le Premier ministre. Il est ici accompagné de Anthony Eden, qui deviendra son successeur, et puis de Sir Kingsley Wood, qui était un grand civil servant au service de Churchill. Et alors, voilà, et ça, je crois que c'est très important, c'est-à-dire, ça a été un homme de terrain. Oui, c'était un homme qui est allé dans la réalité des choses. Là, on se dit, bon, bien, passons rapidement parce que ça nous ferait monter la tension inutilement. Hein. Car, regardez ça, c'est extraordinaire. Hein. On oublie aujourd'hui ce qu'a été le Blitz, c'est-à-dire ces nuits entières, les unes après les autres, passées dans les stations de métro dont on avait déconnecté les rails pour que les gens puissent dormir à même les rails. Et vous savez que ceci a inspiré un des plus grands artistes de la guerre. La guerre de 14-18 et la guerre de 39-45 ont été magnifiquement représentées en Angleterre. Peut-être parce que n'étant pas directement sur le terrain, l'Angleterre a pu prendre la distance nécessaire pour passer de l'action à la représentation presque simultanément. Mais vous avez un personnage absolument étonnant, le grand sculpteur Henry Moore, dont vous avez dû entendre parler, qui a réalisé pendant la guerre des scènes prises sur le vif dans les abris, dans les tunnels, qui sont absolument déchirantes et qui sont une des contributions majeures, évidemment, de Henry Moore, d'abord à son œuvre et ensuite à l'histoire de la guerre. Et je crois qu'une des choses fondamentales, on est ici évidemment dans un quartier ouvrier de l'East End, hein, on n'est pas dans les quartiers aristocratiques du West End, c'est le fait que tous les matins après les bombardements, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il pleuve, Churchill était sur le terrain dans les lieux qui étaient bombardés, pour être au contact des gens. Vous voyez, c'est-à-dire pour apporter à ces gens le réconfort du regard de la nation. La nation vous regarde, elle sait que vous souffrez, mais elle est fière de vous. C'est aussi simple que ça, mais c'est fondamental. Et alors, bien sûr, il faut bien dire que ça a été la magie du verbe. C'est-à-dire que, là aussi, il y a eu la capacité à adapter une technologie. C'est-à-dire, vous avez une technologie nouvelle qui est la radio. N'oubliez pas, c'est George V qui a été le premier souverain à présenter ses vœux en direct à la radio à la nation. Alors, ça doit être en 30 ou quelque chose comme ça, si mes souvenirs sont bons, j'aurais dû vérifier, mais peu importe. Et ce qui va être absolument magique, c'est la façon dont Churchill, bien sûr, va répéter le soir à la radio les discours qu'il prononce devant la Chambre des communes, va les développer, va les rhétoriser encore plus, pour en faire en quelque sorte le ciment de l'unité nationale. Je n'ai pas pu ne pas vous en rapporter un, hein, ce moment absolument extraordinaire. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, hein, nous combattrons sur les plages, nous combattrons sur les terrains d'atterrissage, nous combattrons
combattrons dans les champs et dans les rues, nous combattrons dans les collines, nous ne nous rendrons jamais. Et même si, ce que je ne crois pas pour un instant, cette île où une grande partie d'entre elles était soumise et affamée, alors notre empire d'au-delà des mers, armé et gardé par la flotte britannique, continuerait la lutte jusqu'à ce que, dans le temps que Dieu voudrait, le nouveau monde, l'Amérique bien sûr, avec toute sa puissance et sa force, s'avance au secours et pour libérer le monde ancien. C'est magnifique, hein, je vais vous le relire en anglais parce que je trouve ça tellement beau, avec cette espèce d'anaphore superbe du We shall fight. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields, in the streets, we shall fight in the hills. Et vous remarquez bien qu'il ne dit pas we will. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question qu'il faudra que nous, hein, il faudra que nous combattions. We shall fight in the hills, we shall never surrender. And even if, which I do not for a moment believe, this island or a large part of it were subjugated and starving, then our empire beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle until in God's good time, the new world with all its power and might steps forth to the rescue and the liberation of the old. Alors il a su s'entourer. Montgomery était un personnage extrêmement difficile à gérer, pour ne pas dire pire. Et pourtant, il lui a fait confiance. Et s'il n'y avait pas eu Al-Alamein, il n'y aurait jamais eu le débarquement en Afrique du Nord, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est très important. Il a su à peu près tenir, même si Yalta n'a pas été le meilleur moment, mais Téhéran avait été quand même bien. Mais vous voyez bien à quel point, regardez, hein, Téhéran c'est 43, hein, Roosevelt est visiblement en pleine forme, Yalta, regardez, hein, c'est Roosevelt... On sent le travail de la maladie et il mourra quelques semaines après. Hein, c'est vraiment terrifiant. Et il y a toujours cette idée que c'est celui qui tient dans les ruines. Il a su utiliser la magie du verbe et la magie des images. Hein, c'est-à-dire d'être partout là où les gens souffraient, partout là où les choses étaient en ruine et de représenter la volonté de tenir. Et en ça, il les a entraînés tous les deux. C'est-à-dire qu'il leur a dit, vous pouvez partir, vous pouvez vous réfugier au Canada, etc. Si j'étais vous, je ne partirais pas. Et on sait que George VI, qui au début était assez réticent vis-à-vis de lui, à cause, bien sûr, de ce qui s'était passé. Hein. George VI, dont vous avez peut-être vu le film assez beau sur la manière dont George VI a réussi à conquérir son bégaiement pour devenir la voix de la nation. Ça, c'est très beau. À la fin, quand il prononce son discours, et quand il prononce son discours de manière assez lente, pour ne pas justement buter, mais qu'en même temps, cette lenteur devient la qualité d'une majesté, et donc tout le travail qui a été fait pour maîtriser l'obstacle devient finalement, effectivement, une justesse de ton absolue. C'est clair que ça a été très fort. Je pense que la façon... Alors ensuite, on a pu faire des films assez drôles sur la rencontre entre le roi, la reine et monsieur et madame Roosevelt, etc., etc. C'était pas le même monde, hein. Eleanor Roosevelt, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, et Dieu sait que c'est une femme que j'admire par ailleurs, mais c'est vrai que face au roi et à la reine d'Angleterre, bon, voilà. Mais en même temps, si vous voulez, à partir du moment où l'Angleterre a dissocié ce qu'on appelle effectivement, ce que Bagehot appelait « the dignified and the efficient power », le pouvoir symbolique et le pouvoir efficace. Churchill incarnait le pouvoir efficace, il était très important que le roi et la reine incarnent le pouvoir symbolique. Vous aurez remarqué, dans la Ve République, on a malheureusement rassemblé, à tort ou à raison, le pouvoir symbolique et le pouvoir efficace. Ce qui fait que quand le pouvoir efficace se casse la gueule, le pouvoir symbolique se casse la gueule aussi. Hein. Mais ça, c'est une autre histoire. Hein. Voilà. Et donc, vous voyez qu'il y a là quelque chose qui est très fort. Je pense qu'il y a eu, non pas du tout une rivalité, mais il y a eu un entraînement vers le meilleur entre le roi et la famille royale et Churchill de l'autre côté. Et vous le savez, le 8 mai 1945, la foule est au pied de Buckingham Palace et réclame le roi au balcon. Et vous le savez, George VI refusera de sortir sans Churchill avec lui. Et Churchill ne voulait pas sortir avec le roi. Et là, je trouve qu'il y a un coup de génie de la part de George VI, d'avoir montré justement que ce qui avait fait la capacité de la nation de résister et de tenir, c'était cette espèce à la fois de respect de la différence et en même temps de réunion entre les pouvoirs efficaces, hein, the efficient powers, et les pouvoirs symboliques, the dignified powers. Hein. Mais, vous le savez, il y a eu un problème majeur. C'est-à-dire que quand l'élection générale de juin-juillet 1945 est arrivée, Churchill n'a pas été réélu. Ça a été le choc. Vous savez que c'est ce qui a amené Truman à mettre un terme au Land-Lease Act immédiatement. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais la victoire des travaillistes qui était quand même perçue comme le couteau entre les dents. Hein. Et là, alors, Churchill a probablement eu tort.
il s'est appuyé ou il a écouté les conseils d'un monsieur qui s'appelait Lord Beaverbrook, Max Aitken. Alors, il était canadien, donc il a choisi comme titre nobiliaire la rivière des castors, Beaverbrook. Beaver le castor, Brook la rivière. C'est un petit peu facile, peut-être pas. Et c'est lui qui avait fondé ce journal qu'on appelait le Daily Express, qui s'appelle encore aujourd'hui le Daily Express. Hein. Et vous le savez, on dit souvent parfois those who read the Daily Express can't think, and those who read the Daily Mirror can't read. Mais ça, c'est une autre histoire. Je passerai rapidement. Bon, voilà. Et ça, et Aitken, c'est lui qui lui a suggéré son fameux Gestapo speech. C'est-à-dire que face à la revendication par le Parti travailliste et Attlee de la mise en place du système de l'État-providence, tel qu'il avait été formulé par Beveridge dans son rapport de 1942, Churchill, sous la pression de Beaverbrook, a dit « Pour mettre en place ce système, il vous faudra une Gestapo, une police qui viendra surveiller si vous avez des revenus, si vous payez vos impôts, si vous contribuez, etc. etc. » Cette idée pour le vainqueur de la guerre de menacer son propre pays, non pas venant de lui, mais venant de celui qui avait été son vice-premier ministre, Attlee. Hein, Attlee a été vice-premier ministre. Vous savez que Churchill a mis expressément dans son testament que le premier porteur du cordon du poil pour son enterrement serait Attlee. Et Attlee était là, le premier des official mourners à l'enterrement de Churchill. Ça, c'est magnifique. On ne voit pas très bien comment on ferait ça. Bon, bref, passons là aussi. Vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et ça, c'est quand même très fort, cette idée que la grandeur de la nation et de l'État transcende toutes les oppositions individuelles et que l'amitié de personne à personne transcende aussi toutes les oppositions politiques. Car, évidemment, Churchill était capable d'une cruauté sans borne à l'égard de Attlee à la Chambre des communes, en disant « Monsieur Attlee is a modest little man with much to be modest about hein, ». C'est un petit monsieur modeste qui a bien des raisons de l'être. Hein. Et l'autre histoire qu'il racontait, c'est « Arrive un taxi devant Downing Street avec à son bord Monsieur Attlee, en descend personne ». Donc vous voyez, c'était... Voilà, c'est assez étonnant. Et alors évidemment, la défaite de Churchill, c'est la victoire de ces deux-là. Beveridge, le grand penseur de l'État-providence, dans la dynastie keynésienne, rehaussé par quelque chose sur lequel je n'ai pas le temps de m'attarder maintenant, et qui est effectivement cette fondation absolument extraordinaire dans l'Est de Londres, Toynbee Hall, et Attlee qui l'a mis en place. Et alors regardez la caricature, ça c'est évidemment Beveridge, hein, se battant comme un chevalier médiéval contre les 5 géants non moins médiévaux, ce qu'on appelait les Five Giants, want, le besoin, ignorance, l'ignorance, disease, la maladie, squalor, les conditions sordides d'existence, et idleness, évidemment, le chômage. Et donc, ces 5 géants, c'était contre ça que se battaient, évidemment. Alors, vous le savez, Churchill a été en éclipse entre 1945 et 1951. En 1951, il est revenu au pouvoir à cause de la difficulté de fonctionnement et surtout de financement des projets de l'État-providence. Et on peut dire que ces dernières 4 années au pouvoir ont été des années totalement inefficaces au point de vue politique. Il n'a rien fait pratiquement. À l'époque, même Manchester, son biographe le plus fidèle, dit qu'il faut complètement ignorer. Il n'a rien fait pendant 4 ans. En fait, comment ? Vis-à-vis de l'Irlande. Ah ben vis-à-vis de l'Irlande, c'est un opposant au Home Rule. C'est, si tu veux, en tant que l'Irlande est la première épine dans le talon de l'Empire britannique, ça ne peut pas être quelque chose d'acceptable pour Churchill. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est clair. C'est lui qui a fait signer la partition. Ah non, la partition, c'est bien avant. Hein. La partition, c'est bien avant. Elle s'est passée pratiquement dans les années 20-30, au moment de la guerre civile épouvantable, où les Irlandais se sont battus les uns contre les autres, ceux qui acceptaient la partition et ceux qui ne l'acceptaient pas. C'est bien avant. Il n'est jamais intervenu dans les affaires irlandaises, tout en prenant parti contre le Home Rule, mais il n'est jamais intervenu véritablement dans les affaires irlandaises. Par contre, évidemment, c'est clair qu'il y a eu une sorte de moment de gloire ultime. C'est le moment où il est apparu comme, en quelque sorte, le père de substitution de la jeune reine. Hein. Père de substitution puisqu'il a repris à son compte, évidemment, le travail éducatif et de formation laissé inachevé par George VI. Hein. Et évidemment, il s'est vu vis-à-vis d'Élisabeth II comme Lord Melbourne s'était vu vis-à-vis de Victoria au moment où, à l'âge de 18 ans, en 1837, Victoria est arrivée sur le trône par hasard à cause de la mort successive de son premier oncle George IV et de son deuxième oncle Guillaume IV. Et c'est clair, si vous voulez, que
les dernières années, les 4 dernières années de pouvoir de Churchill ont été consacrées entièrement à s'occuper de la reine plutôt qu'à s'occuper du... Et c'est là où il a organisé son fameux Festival of Britain, hein, qui a été... Alors aujourd'hui, en 1951, hein, il a accompli ça. Ça a été vu comme une sorte de dernier soubresaut de la fierté impériale britannique, mais à un moment, bien sûr, où elle était devenue pratiquement impertinente. Alors vous le savez, la retraite, c'est Chartwell. Si vous n'êtes jamais allé à Chartwell, il faut y aller. C'est un endroit magnifique, qui est tout entier plein du souvenir de Churchill et qui est situé dans la boutonnière du Weald, entre les North Downs et les South Downs. Il n'y a pas d'endroit de la nature britannique qui soit plus beau que ça. Et c'est vraiment, enfin moi je suis heureux pour lui qu'il ait vécu là jusqu'à la fin de ses jours. C'est vraiment un endroit magnifique qui lui convenait parfaitement. Il y a peint beaucoup, hein, en même temps bien sûr qu'il a peint au Maroc. C'est une maison très très classique qui vient du monde des Arts and Crafts de William Morris. Et puis vous le savez, il y a eu le grand moment du 24 janvier donc 1965 où il est mort. L'hommage solennel dans Westminster Hall, la seule partie du palais de Westminster qui reste de l'époque médiévale. C'est là où sont reçus les chefs d'État étrangers pour les sessions conjointes des deux chambres, Chambre des communes et Chambre des lords. Et on a vu défiler des millions de Britanniques devant lui pour lui rendre hommage, bien sûr, après sa mort. Puis funérailles nationales, bien sûr, avec l'apparition et la présence des souverains étrangers. Je ne pouvais pas ne pas vous rapporter la photo où on voit le général sur les marches regardant partir, évidemment, le corps de Winston Churchill, qui ensuite a été emporté sur la Tamise, hein, avec toutes les grues qui se sont inclinées sur son passage, puisqu'à l'époque, l'activité du port de Londres était encore située sur la Tamise, et puis les escadrons de la Royal Air Force qui ont évidemment passé au-dessus de lui. Et il est revenu à Blaydon, B-L-A-D-O-N, qui est la petite église paroissiale de Blenheim, le palais de Blenheim, où il était né. Et il a été enterré là, auprès de son père, bien sûr, et auprès de la plupart des membres de la famille Churchill. J'ai voulu terminer par 2 images. Cette présentation, je m'excuse un peu rapide, mais bon, voilà. Hein. Cette image qui, je trouve, le révèle tellement. Hein. Et ça, c'est vraiment Tory democracy. Hein. C'est-à-dire cette capacité des grands à partager le rire et la joie, effectivement, des gens ordinaires. Vous voyez, c'est Churchill pendant la guerre, hein, qui assiste à un spectacle avec, effectivement, des gens du peuple, probablement dans des zones qui ou ont été bombardées ou vont être bombardées. Et vous voyez que Churchill éclate de rire, hein, et d'un rire aussi franc et aussi sain, si je puis dire, que ceux de tous les gens du peuple de Londres qui sont autour de lui. Et puis, quand vous irez à Chartwell, vous penserez à moi, parce qu'évidemment, pour moi, à Chartwell, il y a quelque chose que je regarde toujours avec infiniment d'émotion, c'est la miniature de son père qui était sur son bureau. Pour moi, ça, c'est le secret de sa vie. Il a essayé toute sa vie de redonner de l'honneur, de redonner l'honneur perdu à son père. Je pense que cette crispation sur tâcher de ne pas reproduire les erreurs de son père a fait qu'il en a commises pas mal qui étaient assez proches de celles de son père. Mais en même temps, je crois qu'il y avait ce fond de Tory democracy, cette idée qu'il n'y a pas de plus grande noblesse que de servir la communauté à laquelle on appartient et de la sauver quand elle est menacée dans son existence même. Et je vous redonne ces dates rapidement. En 1895, le 24 janvier, Lord Randolph Churchill mourait à l'âge de 45 ans. Le 24 janvier 1935, Winston Churchill mourait à l'âge de 90 ans. Voilà, je vous remercie.